Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Certains habitants de la ville de Kigali indiquent que le port de masque est devenu une habitude de façon que sortir de la maison sans en avoir sur eux est une équation difficile. Certains experts en matière de santé estiment en effet que les mesures sanitaires que le Rwanda a appliquées pour riposter contre la Covid-19 sont à l'origine des décisions que le gouvernement est en train de prendre dans le cadre de leur allègement. Les détails avec Kassim Youssouf. Le Conseil des ministres, réuni vendredi sous la direction du président de la République, Paul Kagame, a approuvé différentes résolutions, notamment que le port du masque n'est plus obligatoire, mais que l'on est invité à le porter en milieu clos rassemblant un grand nombre de personnes. Résolution qui a réjoui les habitants. La suppression du port de masque nous a beaucoup réjouis parce que nous le portions lorsque nous étions confrontés à la pandémie de Covid-19. Nous sommes maintenant heureux, surtout que le véhicule qui arrêtait les gens ne le fera plus. On pourra maintenant se promener sans aucune inquiétude. Un peu partout dans la ville de Kigali, l'on a observé certaines personnes dans la rue sans masque, mais d'autres les portent parce qu'ils sont devenus pour eux une habitude. Moi, je le porte encore parce que je me protège à ma manière personnelle et on nous a dit que lorsque nous sommes dans un milieu où sont rassemblées beaucoup de personnes, on doit le porter. En fait, je m'apprête à participer à une réunion et c'est pourquoi je le porte encore. Je ne sais pas si les gens qui vont participer à cette réunion n'ont pas de problème. Des experts dans le domaine de la santé indiquent que les mesures que le gouvernement est en train de mettre en place, notamment que le port de masque n'est plus obligatoire, sont en conformité avec les restrictions sanitaires qu'il a prises pour riposter à la pandémie de Covid-19. C'est un signe très important lorsque le gouvernement prend une telle décision alors que nous connaissons l'importance du masque, c'est dire qu'il est confiant que la pandémie est en train d'être vaincue. Cette situation dépend des mesures qui ont été prises. Nous savons que le pays a mis en place des bonnes mesures, que la population a apprécié, des mesures qui aident le pays, ce qui permet que nous retrouvons petit à petit la situation normale. Cela montre qu'il y a eu des efforts depuis les dirigeants jusqu'au niveau des citoyens. Cela fait du temps qu'on voit qu'il n'y a qu'une personne contaminée et en fait, il n'y a pas de personnes qui sont hospitalisées. Cela fait un mois qu'il n'y a pas de gens hospitalisés. Cela veut dire que cette pandémie est en train de perdre le terrain. C'est vraiment une très bonne chose. Gacherebuka indique toutefois que les habitants doivent continuer à appliquer les mesures préventives contre le Covid-19, notamment en milieu clos qui rassemble beaucoup de personnes. Les Rwandais et tous les habitants sont exhortés à compléter tout le schéma vaccinal pour qu'ils soient autorisés à se rendre là où beaucoup de gens sont rassemblés et notamment se déplacer dans des véhicules de transport en commun. À Paris vient d'être inaugurée la place Birara Amindabou, héros de la résistance à Bisesero durant le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. L'association des rescapés du génocide Ibuka estime que ce geste est un pas supplémentaire dans la lutte contre les négationnismes du génocide des Tutsis. Dès Paris, le récit de Jean Damascène, Manchim. C'est dans le 18e arrondissement, non loin de la mairie de Paris, qui se trouve la place Aminadabou Birara. Pour la mairie de Paris, l'inauguration de cette place est une reconnaissance d'un combat digne de liberté mené par les Tutsis de Bisesero en 1994. Le 18e est un arrondissement riche de ses histoires, celle de ces hommes de l'ombre que furent les tirailleurs sénégalais, celle des victimes des bombardements du 21 avril 1944 ou celle des communardes et des communards. Le 18e est un arrondissement riche de ses parcours, ceux de Suzanne Leclésio et d'Yvonne Ziegler, de Maurice Kriegel-Valrimont ou de Vilma Rudolph. Voilà pourquoi Aminadabou Birara a si bien trouvé sa place ici, dans le 18e. Ainsi, nous mettons en lumière celles et ceux qui furent longtemps invisibles ou peu connus.
Ainsi, nous permettons aux femmes et aux hommes qui habitent ou qui passent ici de se reconnaître à travers les noms qu'ils découvrent au quotidien. Je partage bien sûr l'engagement d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, en son sens. Et je tiens ici à saluer son dévouement, à faire vivre et revivre l'histoire de toutes celles et ceux qui incarnent la diversité de notre territoire. Le 18e donnera donc toujours sa place à celles et à ceux qui ont lutté pour la liberté, pour un monde plus juste ou pour la réconciliation. Kazé Ornella, conseillère à l'ambassade du Rwanda à Paris, estime que cette réalisation dans un pays étranger, à tant d'efforts, est d'une importance particulière dans la connaissance de l'histoire du génocide des Tutsis au Rwanda. Étienne Nsanzimana, président d'Ibuka France, indique pour sa part que la place Aminata Boubirara est un appui de taille dans la lutte contre le négationnisme du génocide des Tutsis au Rwanda. Mais indiscutablement, je pense que c'est une place très importante, d'avoir une place qui est au nom, dénommée au nom d'un héros de la résistance à Vicecero. Ça donne de l'espoir, c'est une leçon, moi j'appelle cela comme un témoignage à ciel ouvert, que dans la ville de Paris, on peut se balader et lever les yeux, ou soit avec nos enfants et voir le nom d'un Rwandais, héros à Vicecero, c'est vraiment un signal très fort. Je pense que c'est une façon de lutter contre le négationnisme, c'est une façon d'inscrire dans l'éternité de la ville de Paris le nom de quelqu'un qui s'est battu pendant le génocide des Tutsis au Rwanda, ce qui n'existe pas ni ailleurs en France, ni je ne crois pas ailleurs en Europe. Je pense que c'est un bon début et c'est un bel exemple pour les autres municipalités, que ce soit ici ou ailleurs en Europe. Et c'est une leçon aussi pour les Rwandais, pour leur dire qu'en France, il existe des villes et des Français qui se battent à nos côtés, pour que ça peut aider à une sorte de réconciliation des mémoires. Marcel Harelimana, fils d'Obirara Aminadabo, avait 15 ans pendant le génocide des Tutsis en 1994. La reconnaissance de l'héroïsme des Tutsis de Vicecero hors du Rwanda doit pousser les Rwandais à imiter des exemples héroïques de leur pays et refuser la médiocrité. La place Aminata Obirara dans le 18e arrondissement est le 3e lieu de mémoire du génocide des Tutsis dans la ville de Paris et le 11e dans toute la France. Jean Damascène Manichimoué à Paris pour la télévision rwandaise. L'Office rwandais de l'éducation de base, REB en sigle et en anglais, indique que diverses mesures ont été mises en place afin d'encourager et faciliter aux jeunes filles d'apprendre les mathématiques. L'on observe en effet dans différentes écoles du Rwanda une disparité entre les filles et les garçons qui apprennent les mathématiques. Les explications avec Kassim Youssouf. Certaines écoles décernent des prix aux jeunes filles qui ont bien réussi les mathématiques afin de les encourager à les apprendre et en être passionnés. Les enfants qui ont été performants en mathématiques disent que c'est grâce à l'aide de leurs parents qu'ils y parviennent. Le secret qui me permet de comprendre les mathématiques, c'est que je suis à la lettre les conseils du professeur et à la maison, les parents m'aident à réviser. Les parents disent que l'attitude qui consiste à faire que les enfants détestent les mathématiques doit changer car au rythme actuel du monde, tout se fait en fonction des mathématiques. Les parents pareils font retarder les enfants parce qu'on trouve les mathématiques partout, à la banque, dans le commerce. Les mathématiques sont partout essentielles. Je trouve que les parents ne doivent pas dire que les filles ne sont pas faites pour les mathématiques car elles ne sont pas l'apanage de seuls garçons. Marie Sagesse prépare son doctorat en mathématiques à l'Université du Rwanda. Elle indique qu'apprendre les mathématiques aide les filles à avoir de l'audace et les exhorte à ne pas s'inquiéter car elles sont le soutien du pays. Je trouve qu'apprendre les mathématiques m'a beaucoup aidé, notamment qu'elles m'ont permis d'avoir de l'audace et d'encourager les autres dans ce sens. Nous ne sommes plus ces gens qu'on disait qui ne doivent pas aller au travail et nous avons la chance que le gouvernement du Rwanda se préoccupe chaque jour de notre sort
et nous donne l'opportunité de démontrer nos capacités. Comprenez que, comme la fille va dans d'autres domaines, elle peut également suivre la filière des mathématiques. L'Office rwandais de l'éducation de base REB indique que différentes mesures ont été mises en place pour encourager et faciliter aux jeunes filles d'apprendre les mathématiques. Aujourd'hui, nous avons essayé de changer la façon d'enseigner les mathématiques depuis la maternelle et l'école primaire, d'autant plus que c'est là la base de l'apprentissage des mathématiques. Aujourd'hui, l'on apprend les mathématiques en s'amusant de façon que les enfants se sentent heureux et cela pousse les jeunes filles à apprendre les mathématiques. L'Office rwandais de l'éducation de base REB d'ajouter que la disparité entre les filles et les garçons en ce qui concerne l'apprentissage des mathématiques est de plus en plus observée depuis l'école secondaire, raison pour laquelle le gouvernement a décidé de mettre en place des mesures pour les encourager à en avoir la passion dès l'école primaire. Éducation à présent, certains enseignants qui ont bénéficié d'une formation sur l'enseignement en anglais et la technologie dans le cadre du programme de British Council soulignent que les connaissances acquises les aideront dans leur travail quotidien. Le récit de Kassim Youssouf. Les enseignants qui ont bénéficié de cette formation sont venus de diverses écoles primaires du pays. Ils disent que les connaissances acquises, tant en matière de la technologie que de l'utilisation de l'anglais comme langue d'enseignement, vont les aider dans leur travail de chaque jour et fournir une éducation de qualité. Cette formation va m'aider à bien dispenser le cours d'anglais aux élèves car mes connaissances en anglais ont augmenté et elle m'a permis d'être audacieux à l'oral. Avant, il m'était difficile de parler librement en anglais, mais pendant les cours, il nous disait toujours que même si nous faisons des erreurs. Casimir Manirareva est l'un des formateurs qui a accompagné ses enseignants tout au long de la formation. Il indique que l'un des défis rencontrés est l'apprentissage en ligne, car la plupart des enseignants n'y étaient pas habitués, ajoutant que cette formation a été bénéfique pour les enseignants. Le directeur général de British Council, Scott MacDonald, indique que leur programme se concentre sur l'éducation car c'est la base de tout. Nous savons que l'éducation est la base de tout. Si vous voulez que les gens aient confiance en eux-mêmes et qu'ils aient de bonnes relations, vous devez faire des efforts dans l'éducation. C'est pourquoi il est important de se concentrer sur les enseignants car ce sont eux qui enseignent aux jeunes et forment les meilleurs leaders de l'avenir du monde. C'est donc pourquoi nous nous concentrons sur les enseignants. Le directeur de British Council, qui était également en visite officielle au Rwanda, conjointement avec d'autres membres du personnel de la branche de British Council au Rwanda, ont également visité le mémorial du génocide de Kigali à Gisozi, où on leur a parlé de l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis et ont déposé une gerbe de fleurs à la tombe où sont inhumées dans la dignité plus de 250 000 victimes du génocide commis contre les Tutsis pour leur rendre hommage. Bienvenue à l'entretien de la semaine. Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Madame Oria Kige. Vous êtes directrice de communication, porte-parole de la secrétaire générale de l'OIF, qui est donc l'Organisation internationale de la francophonie. Madame Louise Mushikiwabo, que vous accompagnez depuis 2019 lors de sa prise de fonction, après sa brillante élection à la tête de cette organisation mondiale. Parlez-nous un peu de cette organisation qui regroupe 88 pays à travers le monde. Alors, merci de me recevoir aujourd'hui. L'Organisation internationale de la francophonie, c'est une organisation donc, qui regroupe, comme vous l'avez dit, 88 États et gouvernements, parce qu'il y a aussi des gouvernements comme par exemple le Canada qui est représenté par 3 gouvernements distincts. C'est une organisation qui rassemble les pays qui ont la langue française en partage. Le dernier rapport de la langue française qui a été publié cette année
a estimé le nombre de locuteurs de français à 320 millions, ce qui représente quand même une augmentation de 7% par rapport à la dernière évaluation du nombre de locuteurs. Alors, c'est une organisation qui a plusieurs missions, et bien entendu, la première étant de faire rayonner la langue française, mais également des missions en rapport avec la jeunesse, l'éducation, l'entrepreneuriat, faciliter l'employabilité des jeunes, l'autonomisation des femmes aussi, et enfin une mission politique et gouvernance, notamment lors de l'accompagnement des pays en période électorale. Oui. Voilà, en résumé. Oui, en prenant ses fonctions, donc à la tête de l'OIF, Madame Louise Mushikiwa, dont vous êtes la porte-parole, s'est fixé un certain nombre d'objectifs, mais il y a malheureusement eu la pandémie de Covid-19. Oui. Alors, lorsque la secrétaire générale a été élue au sommet d'Erevan, elle a reçu un mandat très clair des chefs d'État qui ont signifié leur besoin de voir cette organisation transformée, moderniser et surtout avoir une action beaucoup plus impactante au niveau des populations. La pandémie, c'est vrai, nous a ralenti sur l'aspect travail de terrain. Comme partout dans le monde, on a été soumis à toutes les restrictions qui nous ont empêchés peut-être d'avancer sur certains dossiers sur le terrain. Mais je dois dire que cette pandémie nous a aussi été quelque part bénéfique dans le sens où elle nous a donné le temps, elle a donné le temps à la secrétaire générale de vraiment aller en profondeur sur le chantier de la transformation de l'organisation et ça représente beaucoup de travail. C'est une organisation qui n'est pas énorme, qui compte à peu près 300 personnes, personnel, mais néanmoins avec une structure assez lourde, administrative, il y avait beaucoup de choses à changer. Et les 2 années de pandémie nous ont vraiment permis de moderniser les systèmes informatiques, de revoir complètement les procédures, que ce soit au niveau des ressources humaines, au niveau de notre programmation aussi, qui a été recentrée fortement. On est passé vraiment de plus de 300 programmes à une quarantaine, mais beaucoup plus impactants, qui permettent de faire vraiment une différence. Donc tout ce travail a été fait pendant les mois de la pandémie et récemment, lors de la dernière réunion ministérielle, on a pu adopter le règlement unique de la francophonie. Ça, c'est une étape très importante parce que c'est un document vraiment de base pour réglementer la façon dont sont gérées les instances de la francophonie. Donc je dois dire qu'au-delà des actions de terrain qu'on a quand même pu faire, comme le lancement notamment du fonds La francophonie avec elle, dont on a déjà parlé ici à RBA, il y a eu plusieurs actions sur le terrain, mais surtout ce travail de transformation de l'institution elle-même. Oui, toujours en prenant ses fonctions, elle a choisi de donner une nouvelle empreinte à l'organisation, comme vous l'avez dit, une vision d'une OIF décomplexée, mondialisée, multipolaire, efficace et redevable. Qu'en est-il aujourd'hui ? Oui, alors c'est vrai qu'on est dans un contexte où les organisations multilatérales parfois sont un peu critiquées ou mal comprises par le grand public, on va dire ça comme ça. Il y a une forme de cynisme, on se demande à quoi elles servent. Une de ses priorités, la secrétaire générale, c'était de redonner beaucoup de sens, de pertinence à cette organisation en justement faisant ce travail de recentrage au niveau des missions et de montrer au monde et aux populations francophones une organisation qui est vraiment investie aux côtés des populations avec des actions très concrètes et palpables. Donc je pense que sur ce domaine-là, on a fait beaucoup de progrès avec des programmes, notamment dans la formation au métier du numérique, qui est un programme d'envergure, des programmes de soutien à l'entrepreneuriat aussi, qu'on appelle les pionnières de l'entrepreneuriat. On a eu le fonds La francophonie avec elle, qui est venu en aide aux femmes pendant la pandémie. Donc on peut constater que depuis le début du mandat, on a été quand même beaucoup plus proche des populations et que ça s'est vu, ça s'est ressenti même à travers les interactions qu'on peut avoir dans les médias ou sur les réseaux sociaux, qu'on est petit à petit en train de faire la différence. Voilà, Madame Louise Mushikiwa, secrétaire générale de l'OIF, va commencer donc une visite au Rwanda cette semaine. Oui. Est-ce qu'on peut connaître l'objectif de cette visite et les programmes clés ? Oui, alors en fait, c'est la toute première fois qu'elle va faire une visite officielle
dans son pays. Donc comme on est dans la dernière année du mandat, ça semblait important qu'elle fasse ce geste, qu'elle vienne voir les plus hautes autorités du pays pour rendre compte aussi du travail qui a été effectué pendant ce mandat et puis parce que c'était important pour elle de venir à quelques mois du sommet de la francophonie. On a plusieurs séquences programmées, mais je dirais qu'il y a 3 temps forts. Le premier, c'est qu'elle va participer au symposium sur la sécurité, où elle va donner une intervention au niveau de ce symposium sur l'importance notamment de la langue française dans les troupes de maintien de la paix. On va donner un cours, une formation, on va lancer une formation de langue française à l'Académie militaire de Gako. Donc elle va participer à ce premier cours qui sera le premier d'une série. Ensuite, elle va rencontrer la communauté culturelle francophone du Rwanda. Vous savez qu'elle est vraiment grande, elle est importante. Donc il y a le 20 mai, elle va rencontrer la communauté francophone dans le monde de la culture. Et enfin, pour clôturer la visite, elle va elle va lancer officiellement une grande initiative de Umuganda francophone. Alors ça, c'est la nouveauté. Elle a toujours tenu à cœur de valoriser le partage des bonnes pratiques qui se passent dans l'espace francophone. Et donc, elle a souhaité commencer un peu ce partage de bonnes pratiques par son propre pays en lançant une initiative de Umuganda francophone avec la jeunesse. Parce que vous le savez que la jeunesse qui a été consultée en 2020 dans tous les pays de la francophonie ont exprimé une très très vive préoccupation sur le fait de vivre dans un environnement sain. Donc on s'est dit que c'était la meilleure pratique qu'on pouvait prendre du Rwanda et offrir au reste des pays francophones. Voilà. Merci beaucoup, Madame Kige Oria. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes donc la directrice de communication, porte-parole de la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo. C'est donc avec vous que nous allons boucler complètement cette édition. Merci de votre aimable attention et excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.